Ces pratiques sont inacceptables, très graves et anormales. Voilà la réponse de Manuel Valls à l'Assemblée nationale suite aux révélations de Wikileaks sur l'écoute de 3 présidents français par l'agence de renseignement américaine. François Hollande, lui, doit s'entretenir dans les heures qui viennent au téléphone avec Barack Obama. On sera avec notre correspondant à Washington dans quelques instants. La Hongrie fait marche arrière. Finalement, elle ne suspendra pas le règlement européen pour la répartition des demandeurs d'asile. Elle avait annoncé cette mesure hier. Depuis, Bruxelles exigeait des explications. Près de 800 morts en 4 jours. La canicule continue de faire des victimes au Pakistan. La mégalopole Karachi est particulièrement touchée. Les pannes d'électricité se multiplient. L'approvisionnement en eau est très perturbé. Beaucoup de réactions donc aujourd'hui après les révélations de Wikileaks sur l'écoute par la NSA de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. François Hollande qui a convoqué ce matin un conseil de défense à l'Élysée, puis une réunion avec notamment les chefs des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. Il y a quelques minutes, c'est Manuel Valls qui s'est exprimé dans cette même Assemblée nationale à l'occasion des questions au gouvernement. On l'écoute. Ces informations sont très graves. Ces pratiques sont anormales entre États démocratiques alliés de longue date, d'autant plus que nos deux pays portent un message universel de défense et de promotion de l'État de droit. Non, il n'est pas légitime, au nom des intérêts nationaux, de procéder à la surveillance des communications de dirigeants politiques, de ses proches alliés et de leurs collaborateurs. Vous l'avez compris, ces révélations de Wikileaks ont suscité beaucoup de réactions, à droite comme à gauche. Je vous propose de faire un tour d'horizon de ces réactions politiques avec Florent Rodeau. Manuel Valls, plusieurs ministres dont ceux de la Défense et de l'Intérieur et des responsables des renseignements français. Tous ont été convoqués d'urgence à l'Élysée. Passé le perron, les attend François Hollande. Comme ses 2 prédécesseurs, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, l'actuel chef de l'État aurait été placé sur écoute par les renseignements américains. Des pratiques immédiatement condamnées par la présidence française. Il s'agit de faits inacceptables qui ont déjà donné lieu à des mises au point entre les États-Unis et la France, notamment fin 2013 au moment des premières révélations et lors de la visite d'État du président de la République aux États-Unis en février 2014. On savait que ce genre de choses avait pu exister et d'ailleurs le président Obama avait eu l'occasion de prendre des engagements auprès du président de la République. Ces révélations concernent le passé, donc on était informé. La question aujourd'hui est de savoir si ces méthodes sont toujours présentes. Les groupes parlementaires ont été reçus à l'Élysée à l'issue du Conseil de défense. François Hollande leur a indiqué qu'il devait s'entretenir dans la journée au téléphone avec son homologue américain Barack Obama. On en vient maintenant à ces contrats signés aujourd'hui entre la France et l'Arabie Saoudite. Le vice-prince héritier saoudien Mohammed bin Salam était en visite à Paris aujourd'hui. Donc on a parlé beaucoup politique, mais aussi contrat. Clarence Rodriguez, bonjour. Vous avez suivi cette visite pour France 24. Quels contrats ont été signés ? Alors, il faut savoir que c'est une enveloppe de 12 milliards d'euros, une enveloppe assez conséquente. C'était une journée faste aujourd'hui, sachant que quand même ces 12 milliards font partie des 40 voire 60 milliards qui vont être signés le 12 et 13 octobre prochain lors du forum d'affaires qui aura lieu donc à Riyad. Donc ça se fait en deux étapes. Exactement. Alors là, ça concerne quoi ? Ces 12 milliards, il y a eu donc des annonces, c'est Laurent Fabius qui a annoncé là tout à l'heure. Il va y avoir 23 hélicoptères, il y aura 30 Airbus A320, également 20 Airbus A330 également, pour une somme donc de 8 milliards d'euros. Et c'est donc la société nationale Arabian Airlines donc, qui achète donc ces avions. Il y a également un projet d'étude concernant l'implantation de 2 réacteurs EPR, donc nucléaires. C'est quand même assez important, puisqu'on parle beaucoup en ce moment, et c'est l'actualité de nucléaire. On l'a vu. Polémique en France. Oui, et puis on l'a vu dernièrement. Justement, le vice-prince héritier, Mohammed bin Salman, revenait de Moscou. Il a signé quand même 16 contrats nucléaires. Donc on voit un peu la volonté de l'Arabie Saoudite face à l'Iran, il ne faut pas l'oublier. Et puis donc il y a également tout ce qui est recherche sur la santé. Donc si vous voulez, donc contrat militaire, contrat civil, c'est vraiment très très important pour la France. C'est une manne providentielle, j'ai envie de dire. Donc première étape, 12 milliards d'euros, vous nous le disiez. Comment
se fait-il que la France soit aussi privilégiée par l'Arabie Saoudite? On parle de lune de miel, effectivement. J'ai envie de dire que la France a le vent en poupe. Alors, peut-être un petit peu au détriment des États-Unis. L'Arabie Saoudite est un petit peu méfiante en ce moment quant à la politique que mène Barack Obama dans la région. Et la France, depuis 3 voire 4 années, est fidèle à cette politique, est fidèle aux Saoudiens. Et les Saoudiens sont comme ça, si vous voulez. Ce sont des hommes qui privilégient la relation humaine, et la France ne déroge pas à cette politique depuis le début. Donc j'ai envie de dire que c'est un petit peu des récompenses. Et n'oublions pas quand même que cette visite intervient quasiment une semaine avant cet accord attendu sur le nucléaire iranien. Ça, c'est très important. Et la France ne fléchit pas. Laurent Fabius l'a annoncé tout à l'heure lors de la conférence de presse avec Abel Al-Joubel, qui est son homologue saoudien, en disant il y a des conditions à respecter, il y aura un accord, mais si l'accord est un bon accord. Mais en filigrane, on comprend que cet accord pourrait être reporté de quelques jours. Oui, Laurent Fabius qui a une position très ferme, et c'est un message pour l'Arabie Saoudite. Et qui on garde notre position. Et qui plaît aux dirigeants saoudiens. Et donc, c'est pour ça qu'on parlait de ces contrats. C'est une sorte de récompense, récompense méritée pour la France. Merci beaucoup pour ces explications, Clarence Rodriguez. Je rappelle que vous êtes la correspondante de France 24 en Arabie Saoudite. Parlons maintenant de ce rétro-pédalage de la Hongrie. Hier, elle a annoncé sa décision de suspendre un règlement européen qui concerne les demandeurs d'asile. Elle estimait ne plus pouvoir faire face à l'afflux de migrants clandestins qui arrivent à ses portes pour entrer dans l'Union européenne. Aujourd'hui, Budapest fait marche arrière. Alors, comment expliquer cela? On retrouve notre correspondante à Budapest, Florence Labruyère. Aujourd'hui, Viktor Orban a signé un décret qui vient d'être publié, et contrairement au langage fort d'hier, il demande au ministère de la Justice d'initier des consultations avec la Commission européenne pour examiner les problèmes liés à l'application de la réglementation européenne. Donc c'est un langage beaucoup plus diplomatique, mais en fait c'est assez fréquent en Hongrie. Il y a un double langage du gouvernement. Viktor Orban parle à ses électeurs, au camp de droite, et aussi aux électeurs d'extrême droite qu'il essaye d'attirer, et puis après les diplomates, les ministres, etc., et le gouvernement essaye de réparer les dégâts et d'avoir un langage plus diplomatique. Et dans cette crise des migrants, on parle souvent de la ville de Calais, puisque c'est le point de passage entre la France et le Royaume-Uni. Hier, les marins de la compagnie My Ferry Link qui étaient en grève, ils ont bloqué le trafic des ferries dans cette ville du nord de la France. Du coup, des centaines de migrants ont tenté de profiter de la situation pour se cacher dans les camions pris dans les embouteillages. Cécile Galluccio. Ils courent sur l'autoroute A16 à l'assaut des camions, vers ce qu'ils pensent être l'Eldorado britannique. Ces migrants déambulent près de l'entrée du tunnel sous la Manche. Leur plan, profiter des embouteillages pour se hisser en douce à l'arrière d'un véhicule. En France, nous avons une vie mauvaise. C'est la jungle. Nous n'avons rien. C'est sale. C'est pour ça qu'on veut aller en Angleterre. Mais c'est sans compter sur les forces de l'ordre. Pour s'assurer qu'aucun migrant ne passera la frontière, les policiers inspectent chaque camion. Eux avaient réussi à se cacher. Chaque personne a le droit de vivre sans être hors la loi. Avec cette police, c'est difficile. Je déteste ma vie ici. Parfois, le ton monte entre migrants et camionneurs. Chacun a pris ce qu'il a pu pour se défendre. Les conducteurs ont reçu des instructions strictes, verrouiller toutes les portes de leur véhicule. Même à 40 km avant ici, j'ai regardé dans la station de service les réfugiés, les clandestins qui se préparaient pour entrer dans le camion. Plusieurs milliers de migrants sont bloqués à Calais, près de l'autoroute, avec presque rien. Pour eux, c'est le prix à payer pour un jour pouvoir espérer une vie meilleure. La journée d'aujourd'hui doit être décisive normalement pour la Grèce. Le Premier ministre Alexis Tsipras a rencontré ce midi à Bruxelles les présidents de la Commission et de la Banque centrale européenne ainsi que la directrice générale du Fonds monétaire international. Selon des sources gouvernementales grecques, il y aurait encore beaucoup de travail. Une contre-proposition des créanciers aurait été rejetée par Athènes. En fin d'après-midi, ce sont les ministres des Finances de la zone euro qui doivent se retrouver pour tenter de conclure un accord donc avec la Grèce.
On revient sur cette information que nous développions au début de ce journal, le discours de Manuel Valls à l'Assemblée nationale qui a estimé que les États-Unis devraient reconnaître les faits et tout faire pour réparer les dégâts après les révélations de Wikileaks, suite donc à ces révélations donc de Wikileaks. On retrouvera peut-être tout à l'heure notre correspondant à Washington que l'on a un peu de mal à joindre aux États-Unis. On en vient à cette canicule au Pakistan. Les températures ont un peu baissé de quelques degrés seulement, mais la canicule continue à faire des victimes et à paralyser une partie du pays. En 4 jours, près de 800 personnes sont mortes dans la seule ville de Karachi. Écoutez les explications de Lucie Debiol et Paul-Rémy Barjavel. La grande ville du sud du Pakistan, écrasée par la chaleur. Depuis 3 jours, les températures avoisinent les 45 degrés à Karachi. Les habitants étouffent. Déshydratés, ils arrivent les uns après les autres à l'hôpital. Elle était bien et faisait des tâches ménagères à la maison. Il n'y avait pas de courant à la maison et tout d'un coup, elle s'est effondrée. On l'a amenée à l'hôpital, mais les médecins nous ont dit qu'il n'y avait pas de lit disponible. Et je suis obligé de l'amener ailleurs. Pour faire face, les autorités ont déclaré l'état d'urgence dans les hôpitaux. Les médecins en vacances ont été rappelés et les stocks de médicaments augmentés. L'armée a été appelée en renfort pour soigner les victimes. En plein ramadan, le gouvernement a également suggéré aux plus âgés et aux plus faibles de ne pas jeûner. Au moment du jeûne, vous avez besoin de boire beaucoup d'eau et de jus. La consommation d'aliments contenant du sel et des épices doit être limitée. Parce que lorsque vous mangez salé et épicé, votre corps retient l'eau, si bien que vous en manquez. Avec ces blocs de glace, ces marchands tentent, comme ils peuvent, de soulager la population. Au manque d'eau s'ajoutent les multiples coupures d'électricité. Et ce sont les plus pauvres qui sont touchés par ces pénuries, comme par la canicule. Voilà, on revient sur ces révélations de Wikileaks qui font beaucoup de bruit en France. Manuel Valls a répondu aux questions du gouvernement tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Il a estimé que les États-Unis devaient reconnaître les faits et tout faire pour réparer les dégâts. On retrouve tout de suite notre correspondant à Washington, Philippe Gassot. Philippe, bonjour. Comment réagit-on à ces révélations aux États-Unis ? On peut parler de réaction à minima, c'est le National Council qui s'y est mis, National Security Council, qui indique qu'on ne parle pas des questions d'espionnage comme ça publiquement et qu'ensuite, eh bien, s'il y a des gens qui sont suivis, et il y en a des gens qui sont espionnés, eh bien, ils sont tous concernés par la sécurité des États-Unis et on ne les laisse pas filer comme ça. Donc, ils sont suivis par les services secrets, mais pour des raisons évidentes. Quant à l'espionnage concernant François Hollande, eh bien, tout simplement, il n'existe pas. Alors, pour les Américains, il s'agit maintenant de savoir jusqu'où on peut aller. Vous savez, on joue sur les mots en ce moment. Car on a l'impression que le National Council vient de nous dire ce qui s'est produit dans le mois qui vient de passer. Vous savez qu'on a voté pour étendre dans une certaine direction les prérogatives de la NSA. Avant, cet organisme pouvait espionner tous azimuts. Maintenant, il faut espionner des gens qui lui sont présentés par la justice américaine. Et là, ça change tout. Alors, on a l'impression que la réaction de la Maison-Blanche concerne le mois qui vient de s'écouler, mais que peut-être l'espionnage des présidents français remonte à beaucoup plus longtemps. Oui, on parle de 2006, par exemple, pour Jacques Chirac. Comment Barack Obama compte-t-il se sortir de ce guêpier ? Ben, vous savez que Barack Obama a toujours prétendu, et il a sans doute essayé de le faire, qu'il essayait de trouver une sorte de balance entre les libertés individuelles et la sécurité des États-Unis. Et quand il a été coincé, c'est arrivé plusieurs fois par des problèmes d'espionnage, par des problèmes de torture, des choses qui n'étaient pas extrêmement présentables, eh bien, le système, entre guillemets, bien sûr, de défense du président américain, ça a toujours été de dire: je n'étais pas au courant, on ne m'a pas avisé. Alors on sait que tout à l'heure, il va avoir une communication avec François Hollande. Peut-être que le président français en apprendra davantage que nous, d'autant que Wikileaks a promis de continuer dans ses révélations. Merci beaucoup Philippe Gassot en direct de Washington. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans un quart d'heure pour un nouveau point sur l'actualité. À tout à l'heure.
La mode, un exemple de séduction à la française que le monde nous envie. Mais pour révéler tant de sensualité, pour se permettre de délivrer tant d'esprit créatif, il faut partir d'une donnée de base qui n'est parfois ni sexy, ni glamour, le tissu. Et là, la situation n'est pas des plus brillantes. La France n'a plus le monopole, la French Touch n'a plus le monopole du luxe comme à une certaine époque. Et parallèlement, bien entendu, le frein principal étant le coût de nos savoir-faire français qui ont la réputation d'être effectivement très chers. La Maison du savoir-faire et de la création a pour fonction de promouvoir les quelques 8000 entreprises françaises textiles auprès des donneurs d'ordre internationaux. Elle en a aujourd'hui